Tout le monde se rappelle que M. Trump a aussi fait des apparitions lors de tournois de catch. On connaît le scénario. Le catcheur prend le micro loin du ring, insulte ses adversaires, promet de les plier en quatre. Et puis une fois qu'ils sont sur le ring, eh bien, chacun respecte le script et les figures qui ont été répétées pour éviter les accidents. Donc on est là dans quelque chose qui fait couler un peu d'encre, mais qui pour l'instant s'inscrit dans le cadre de gesticulation. Moi je pense qu'à l'heure actuelle, les seuls pays qui réussissent à lutter contre la mondialisation sont les pays qui instaurent un protectionnisme. Exemple, la Chine. Bon. Alors on ne peut pas donner tort à Trump de vouloir défendre les intérêts de son pays. On n'a qu'à faire pareil, intelligemment, à condition que nos économies, dans leur structure, nous permettent de le faire. Alors qu'on défende son pays, pour moi c'est une priorité, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais à la question simple, Gilbert Collard, est-ce qu'il a raison ou tort? Moi je pense que oui, je vous réponds oui. Il a raison d'aller au bout des mesures protectionnistes. Je pense qu'il a raison. Au risque de déclencher une guerre commerciale et peut-être un conflit derrière, c'est vous qui le dites. Mais ça. oui, mais a-t-il le choix? On peut faire un schéma global pour savoir pourquoi il fait ça et rappeler quand même des données macroéconomiques. Aujourd'hui, il y a quand même des déséquilibres de balance courante extraordinaires. C'est-à-dire qu'il y a un excédent qui est très fort en Europe, à quasiment 4 points de PIB, en Chine, aux alentours de 2 points de PIB, et des déficits, parce que quand vous avez des excédents quelque part dans ces grandes zones, vous avez forcément des déficits, et les deux déficits, les deux gros, c'est au Royaume-Uni, plus de 4 points, et aux États-Unis. Donc le diagnostic que porte Trump est exact sur les déséquilibres commerciaux. Oui, alors sauf que ça c'était même avant Trump, hein, c'est depuis 2-3 ans avant Trump. Trump arrive avec un programme qui est « je fais une énorme relance ». Donc vous voyez, vous faites une énorme relance dans votre pays, alors que vous êtes quasiment au plein emploi avec ces déficits, ça risque, pour que ça soit efficace, les importations. Et voilà. Oui, quand vous êtes dans ce contexte-là, de fort déficit de votre balance courante, de politique monétaire qui ne va pas dans votre sens, et que vous voulez faire une relance, si vous voulez que ça soit efficace, eh ben vous allez vers le protectionnisme. Il y aura une riposte équivalente des Européens, graduelle, ciblée sur des produits emblématiques, les voitures Harley. Mais vous avez noté que ces deux, effectivement, les montants sont identiques, mais c'est fait de façon un peu plus intelligente en Europe qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est sur les biens de consommation en Europe, alors que ce sont des biens plutôt de production. L'acier, ça rentre dans un grand nombre de la chaîne de production. Non, il faut expliquer, c'est Eric. Pour les États-Unis. C'est ça, c'est-à-dire que si vous augmentez le prix de l'acier, si vos mesures de protection font augmenter le prix de l'acier chez vous, tous les gens qui chez vous produisent à partir d'acier vont être dans de moins bonnes conditions de compétition et donc vont devoir supprimer des emplois, en tout cas en créer moins. Alors qu'effectivement, si vous êtes fabricant de Harley-Davidson ou de cigarettes américaines importées, c'est la cible qui est touchée uniquement, mais personne n'utilise dans sa fabrication des cigarettes ou des Harley-Davidson. Donc nous, on ne va pas être frappés par les effets indirects des sanctions qu'on inflige aux Américains. Alors les 60 milliards concernent toute une ribambelle de produits qui ne sont plus produits qu'en Chine. Donc à la limite, enfin pour la plupart d'entre eux, tout ce qui est téléphonie électronique, il n'y a plus rien produit aux États-Unis. Donc si on taxe des produits venant de Chine, on va renchérir ces produits pour le consommateur américain sans redonner du travail aux Américains. Sauf s'il y a relocalisation sur le territoire américain. Oui, alors ça c'est pari de Trump aussi. On peut toujours rêver. Ce pari-là, il n'y a personne à Wall Street qui pense qu'il est tenable. Ou alors, il faut envisager ça sur 5, 10 ans, une deuxième mandature de Trump. Ça nous reporte sur des échéances qui sont extrêmement lointaines. On peut mesurer déjà l'impact, parce que c'est le sujet du jour, des dégâts sur la croissance, sur les entreprises européennes, françaises, allemandes notamment, de ce qui a déjà été annoncé comme taxe douanière, encore une fois, qui frappe d'ailleurs l'Union européenne, mais aussi le Mexique ou le Canada. On peut déjà, et même en intégrant peut-être aussi les futurs droits de douane sur les voitures, ou c'est trop tôt, ou ça n'a pas d'impact pour l'instant. C'est pas mesurable. Si on s'en tient à l'acier et à l'aluminium, c'est négligeable. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire exactement négligeable? Ça veut dire que les impacts de ces taxes qui sont mises, même en incluant les ripostes, sont plus petites que les variations de prix, de productivité qu'on observe chaque année dans l'économie mondiale. Donc, si vous voulez, ça disparaît dans le bruit, quoi. 50 milliards sur 500 milliards, ça fait quand même 10%, c'est pas négligeable. Si vous rapportez ça au PIB, et si vous avez ne serait-ce que 10% de cette partie qui impacte le PIB, si vous avez un impact de 0,1, 0,2 sur le PIB, voire plus,
c'est quand même pas négligeable. Et puis surtout, c'est pas la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a des mesures qui vont être appliquées au 6 juillet. Après, vous avez encore un 34 milliards sur 50, voilà, exactement. Aussi juillet. Voilà. Et après, vous avez encore 16 milliards en fonction, effectivement, on va regarder si ça a évolué ou pas. Donc là, on va déjà être à 50 milliards, mais pour Trump, c'est pas non plus encore terminé, parce que ce qu'il avait dit au départ, c'était 150 milliards. Donc là, ça commence quand même à être des montants très importants. Là, le problème, c'est que Trump met la barre vraiment trop, et les Chinois ne peuvent pas répondre de manière graduée. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien dans les discours chinois qu'ils vont prendre d'autres mesures. Alors, ça peut être des mesures assez simples, un peu comme font les Canadiens, un peu des mesures budgétaires. On le voit assez mal. Et puis ça peut, c'est-à-dire que aider l'économie locale, c'est-à-dire que les Canadiens vont aider l'économie locale à compenser ce que font les barrières tarifaires. Sur l'acier et l'aluminium. Par exemple. Donc ils pouvaient faire un certain nombre de choses comme ça. En Chine, je l'imagine assez mal, ils peuvent le faire très facilement, mais je l'imagine assez mal. Par contre, l'autre mesure potentiellement à prendre, c'est une baisse de la devise. Et c'est un peu aussi ça qui inquiète les marchés, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un cycle qu'on avait connu l'été 2015, vous vous rappelez, où très bien. Il y avait un 2015. Début de ralentissement, très forte baisse de la devise, en 2 paliers. Et le premier palier était passé un peu comme ça, bon c'était en plein été, ça arrange, mais le 15 août, repalier de baisse de la devise. Et là, les investisseurs se sont dit... La devise chinoise. La devise chinoise, pardon, qui, c'est une manière de contourner l'obstacle, c'est-à-dire qu'on vous met des barrières à l'entrée, vous baissez la devise, et puis le prix compense la barrière à l'entrée. Cet environnement est assez déstabilisant sur le plan économique. Ça va on ne peut pas dire que d'aller mettre des sanctions sur 50 milliards d'échanges va changer la donne à l'ampleur de l'échelle mondiale. Si on passe à 200 milliards... Mais si on passe à 200 milliards, ça commence à être plus gênant. Et puis surtout, est-ce que ça va, à un moment donné, freiner l'investissement? Et ça commençait à repartir pour ça. Donc c'est assez déstabilisant. D'autant que le risque le cocktail de cette guerre commerciale, c'est plus d'inflation et moins de croissance. Et ça, pour les marchés, c'est terrible. Ce qui est important, c'est qu'on va rester dans cette ambiance, si vous voulez. Au moins jusqu'aux élections du mi-terme de novembre, parce que Donald Trump, il faut lui, ce qui l'intéresse, c'est son électeur, son ouvrier du Midwest qui a perdu son job, qui a voté pour lui pour le récupérer, ou en tout cas pour avoir l'impression qu'il fait quelque chose pour lui. Donc jusque-là, Donald Trump, c'est certain, c'est acté, vous pouvez en être sûr, il va aller jusqu'au bout de cette politique, il va monter dans les tours, au moins dans le discours et en partie dans les actes. Là, on est dans les actes, là. Et là, on est déjà dans les actes. Donc, ça va créer, si vous voulez, ce climat anxiogène, au moins jusqu'à la fin de l'année, parce qu'il ne va pas, au lendemain des élections de mi-terme, complètement revenir en arrière. Puis après, il y aura sa réélection. Donc, si vous voulez, ça nous emmène quand même assez loin. Donc, cette politique, si vous voulez, il ne faut pas se payer de mots. Cette politique, elle est là pour durer.